Bonjour, je m'appelle Élodie Rabé et vous écoutez Hors Texte, le podcast d'actualité de La Voix du Nord. Tout commence le 28 février 2026. Ce jour-là, les États-Unis et Israël lancent une opération militaire d'ampleur contre l'Iran, baptisée Fureur épique. Des frappes ciblées touchent plusieurs sites stratégiques à Téhéran, dont la zone où se trouve le guide suprême Ali Khamenei, annoncé comme tué dans l'attaque. En quelques heures, une crise régionale a basculé dans une confrontation beaucoup plus large. Depuis, la région est sous très haute tension avec des menaces de représailles et un risque d'escalade qui dépasse largement le Moyen-Orient. Sur place, les combats ont déjà fait de nombreuses victimes, y compris parmi les civils. Dans plusieurs zones, les habitants vivent sous la menace des bombardements avec des difficultés d'accès aux soins, à l'électricité ou à l'approvisionnement. Mais les conséquences ne s'arrêtent pas là. Au-delà du choc politique et militaire, une autre inquiétude émerge immédiatement, celle d'un impact mondial. Car cette région est l'un des centres névralgiques de l'énergie mondiale. Et quand cette zone est sous tension, les effets se font sentir jusque dans notre quotidien. Autrement dit, une guerre à des milliers de kilomètres peut très concrètement se retrouver dans votre plein d'essence, votre facture d'électricité et votre ticket de caisse. Alors pourquoi cette guerre nous concerne-t-elle directement ? Quels sont les mécanismes à l'œuvre et jusqu'où cela peut-il aller ? On en parle avec Félix Penel, spécialiste des questions internationales à la rédaction, et Christian Canivet, chef adjoint du service régional et spécialiste conso. Bonjour à tous les deux. Bonjour Élodie. Alors pour commencer, est-ce qu'on peut expliquer, Félix, peut-être pourquoi l'Iran est un pays aussi stratégique dans l'équilibre mondial ? L'Iran est stratégique parce que le pays contrôle le détroit d'Ormuz, où transitent chaque jour 20% du gaz liquéfié et du pétrole mondial. Mais il passe aussi des navires chargés d'engrais ou de produits pétroliers nécessaires à la production du plastique et de produits pharmaceutiques. Depuis que la guerre a commencé, le détroit est fermé, c'est-à-dire que la libre circulation maritime n'y est plus assurée. Plusieurs pétroliers ont été attaqués et les armateurs attendent de voir comment la situation va évoluer. Mais il existe de grandes disparités entre les pays. La France, par exemple, n'importe que 10% de son pétrole depuis le Golfe Persique. Mais c'est 33% pour la Chine ou 12% pour l'Inde. Si la situation devait durer trop longtemps, les conséquences se feraient sentir à tous les niveaux de notre économie. Et en quoi on peut dire que ce conflit entre les États-Unis, Israël et l'Iran n'est pas un conflit comme les autres ? Qu'est-ce qui le rend plus inquiétant que d'autres crises ? Alors déjà, cette guerre est survenue après des mois de tensions croissantes entre Israël et l'Iran autour de la question du programme nucléaire iranien. Il y a eu des échanges de missiles en 2024, puis une première guerre de 12 jours en juin 2025, puis Donald Trump a déclaré la guerre le 28 février, notamment pour empêcher l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire. Mais le président américain semble avoir très largement sous-estimé la réaction iranienne qui a attaqué les pays du Golfe et fermé le détroit d'Ormuz. Je l'ai dit, les conséquences sont mondiales et plus la guerre durera, plus elles seront lourdes. Sauf que rien, là nous sommes le mardi 31 mars, ne permet d'envisager une paix prochaine. Donald Trump menace de détruire les installations énergétiques iraniennes, ce qui aurait pour conséquence une riposte iranienne contre les installations pétrolières ou gazières d'Arabie Saoudite ou du Qatar. Effectivement, parce que l'Iran est au milieu de zones explosives, en fait. Il y a l'Irak à côté, il y a Israël avec la bande de Gaza et la Cisjordanie. Oui, c'est une poudrière, on peut dire. Donald Trump pensait que ça n'allait pas durer. Il pensait que le régime iranien tombait, les Iraniens allaient arrêter leurs essais pour obtenir l'arme nucléaire et que ça allait s'arrêter très vite, en fait. Il l'admettra jamais, mais il rêvait d'un plan à la Nicolas Maduro où l'opération dure quelques heures, on décapite le régime. Ce qu'il a fait d'ailleurs, le régime a été littéralement décapité dans les premières heures du conflit. Sauf qu'il n'avait pas prévu que la capacité du régime iranien puisse, un peu comme une hydre, qu'il y ait de nouvelles têtes qui surgissent et qui prennent le contrôle des opérations dans la continuité. Aujourd'hui, le régime n'est pas tombé, on a plus d'un mois de guerre. Et rien ne dit que ça va pas continuer longtemps. Qu'est-ce qui pourrait faire que la paix arrive, selon toi ? Les Américains rêvent d'un soulèvement au sol, d'une rébellion. On en est très loin. Il y en a eu une tentative début janvier qui a été réprimée dans le sang par les mollahs. Aujourd'hui, on ne voit pas d'issue. Alors les Américains envisagent un débarquement terrestre, en tout cas c'est ce que disent les médias américains. Où ça, dans quel but ? Capturer les infrastructures pétrolières. On verra dans les prochains jours, semaines. Ce qui complique aussi la situation, c'est qu'à l'inverse du Venezuela, l'Iran, c'est un pays qui a comme allié la Russie d'une part et la Chine d'autre part, qui sont en tout cas des partenaires. Si ce n'est pas alliés, en tout cas, ce sont des grands partenaires. Et donc, il y a une dimension géopolitique qui va bien au-delà du seul Proche-Orient et Moyen-Orient.
On parle beaucoup du détroit d'Ormuz, hein, ce chenal de 54 kilomètres situé entre l'Iran et Oman. C'est un des points majeurs de crispation, hein. Aujourd'hui, le passage n'est pas bloqué formellement par l'Iran, mais les menaces suffisent à mettre le trafic maritime quasiment au point mort, hein. Le volume de marchandises a chuté jusqu'à moins 95% depuis début mars. Environ 20 000 marins et 3 000 navires sont bloqués ou immobilisés. Résultat, que se passe-t-il concrètement? Comment le monde s'adapte à cette situation? Alors, il se passe deux phénomènes. L'Iran continue de vendre son pétrole, tu l'as dit, on est à moins 95% du trafic, pas à moins 100%. C'est une raison pour laquelle Donald Trump menace de détruire les installations clés de l'Iran, les installations énergétiques. Selon une enquête du journal The Economist, l'Iran exporte aujourd'hui environ 2,6 millions de barils de pétrole et de produits pétroliers par jour. Ça reste énorme puisque ce volume est équivalent, voire supérieur, à la moyenne de l'année 2025. Mais ce pétrole se vend à des prix nettement plus élevés. Et tout ce pétrole part en Chine. L'autre phénomène, c'est que le reste du monde vit sur ses réserves et que cela ne pourra pas durer longtemps. Les analystes tapent sur des pénuries de pétrole en Asie début avril et en Europe et aux États-Unis à partir de mi-avril. La demande de pétrole surpasse aujourd'hui largement l'offre, ce qui fait augmenter le cours du baril. Il était autour de 60 $ avant la guerre, il est aujourd'hui à environ 115 et il est possible qu'il dépasse 150 en avril. Pour convertir les choses de dollars en euros, en gros, le baril de Brent, donc c'est un baril de Brent, c'est 150 litres environ, était à 50 € en janvier et aujourd'hui, il est à 100 €. 115 $, c'est 100 €. Et justement, très concrètement, Christian, pour quelqu'un qui nous écoute, qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça veut dire que le plein de gasoil peut prendre 5 ou 10 € supplémentaires en quelques semaines? Alors, dans les tout premiers jours après l'attaque, hein, le 2 mars, en fait, les spécialistes disent bon, bah, la guerre va pas forcément durer. On table sur 5 à 10 centimes maxi de hausse sur le prix du gazole, notamment. Le gazole étant en première ligne, puisque si on importe 20% de notre pétrole, c'est 40% du gazole en revanche, donc pour la France et l'Europe. Donc on mesure à quel point le gazole, il y a vraiment un sujet là-dessus. C'est pour ça que le gazole, son prix a augmenté beaucoup plus vite que l'essence sans plomb 95. Donc dans les premiers jours, on se dit bon, bah, ça va prendre 5 à 10 centimes. En fait, ça a été beaucoup plus rapide et violent, hein. On est aujourd'hui à 2,20 € en moyenne France le litre de gazole. On a des pointes dans le Nord et le Pas-de-Calais, c'est le 31 mars, à 2,69 € le litre. Bon, ça reste l'exception, mais pour autant, on a plus de la moitié des stations-service aujourd'hui. Il y a un peu plus de 400 stations-service dans la région. Plus de la moitié affiche un prix du gazole à 2,20 € et au-delà. On ne peut pas s'attendre à une baisse rapide. Le litre de gazole à 3 € n'est pas totalement une chimère, hein. Il faut avoir ça en tête, hein. C'est pas exclu du tout que le coût du baril augmente et donc, par voie de conséquence, que le prix du gazole et de l'essence continue à augmenter. Tu as rencontré, toi, plusieurs automobilistes dans le cadre de tes reportages. Qu'est-ce qu'ils te racontent? Ils consomment différemment, du coup, aujourd'hui? Alors les automobilistes, de la région s'adaptent. Il y a plusieurs cas de figure. Les automobilistes qui habitent près de la frontière belge, par exemple, au début de la crise, clairement, la différence était très, très, très forte. Il faudra qu'on vérifie cette différence dans les prochains jours. Mais en tout cas, il y avait plus de 20 centimes de différence au litre entre la Belgique et la France. Donc les habitants de la région qui habitaient dans une distance plus ou moins de 20 kilomètres de la Belgique au maximum, ça restait très intéressant d'aller en Belgique. Donc ça, c'est une première chose. Donc ils ne sont pas privés d'aller faire leur plein là-bas. En revanche, les habitudes, ça consiste soit à faire des petits pleins. Alors ça aussi, c'est une solution. On verra bien. Donc pour l'instant, je mets 20, 30 €. C'est pas un plein complet. Et puis en croisant les doigts pour que le prix n'augmente pas trop vite. Et puis c'est surtout pour les fins de mois aussi, hein. Les gens, clairement, ont des fins de mois parfois difficiles. Et faire un plein complet à aujourd'hui une centaine d'euros en fin de mois, c'est plus difficile. Donc les gens reportent ce type d'achat. Et puis il y a aussi une autre manière de s'adapter, c'est de se tourner vers des énergies alternatives, hein. Alors, on a vu tout récemment que les ventes en électrique, ou en tout cas les demandes de renseignements sur les voitures électriques, ont vraiment explosé. Encore faut-il pouvoir s'acheter un véhicule électrique, parce que ça reste quand même très, très, très élevé. Les solutions, c'est aussi d'essayer de moins rouler, tout simplement. Le carburant qu'on n'a pas dépensé, c'est la première économie qu'on fait, hein. On roule moins, on peut peut-être avoir recours, si l'entreprise le permet, au télétravail, on limite ses déplacements, on conduit aussi un peu différemment, moins vite. Tout ça sont des manières de s'adapter à cette nouvelle donne.
On parle beaucoup du pétrole, mais est-ce que ça peut aussi jouer sur les prix des aliments? Tu l'as écrit il y a quelques jours, Christian, notre chariot test, que tu réalises depuis, 2008 a franchi les 150 €. Est-ce que cette flambée des prix vient du conflit au Moyen-Orient, elle aussi? C'est une partie de l'explication, ça n'explique pas tout, hein. On a notamment, les discussions entre distributeurs et producteurs, qui avaient, pour, date butoir le 1er mars. Elles ont abouti, donc il y a eu des nouveaux accords sur les prix. Les distributeurs, appliquent de nouveaux prix, les producteurs également. Ça s'est décidé avant le conflit. Il y a d'ailleurs quelques prix qui baissent, c'est pas la majeure partie d'entre eux, mais sur les produits non alimentaires, j'ai observé quelques baisses. Pour autant, l'essentiel des prix augmente, notamment dans l'alimentaire et là où le coût du carburant peut avoir un effet, c'est clairement sur des produits frais qui sont importés par la route. Je pense aux tomates. On n'a pas encore une production de tomates en France, à l'heure où on se parle, qui est suffisante pour alimenter le marché, donc on importe de la tomate espagnole, on importe de la tomate, italienne, d'Europe du Sud. Donc là, de manière très, très claire, les coûts des carburants, ils impactent déjà l'acheminement des tomates. Donc la tomate, on va la payer, nettement plus cher. C'est le cas de produits comme les bananes. Les bananes, c'est autre chose. Là, c'est de l'importation, mais lointaine. Ça vient des Antilles, ça vient de l'Amérique centrale, ça vient d'Afrique. Ça implique, des coûts aussi de transport qui sont plus élevés. On peut aussi avoir en tête que si le conflit avec les Houthis notamment, qui sont des alliés de l'Iran, se mettent dans la course comme ils l'ont fait cette semaine et bloquent eux aussi le détroit de Bab el-Mandeb, ça veut dire que c'est le canal de Suez qui lui aussi serait, potentiellement, bloqué. Enfin, peut-être pas totalement, mais en tout cas le trafic du canal de Suez, s'il se retrouve lui aussi impacté par la crise, comme, celui d'Ormuz, on se retrouve avec 2 des plus gros passages de bateaux au monde qui se retrouvent, totalement ou partiellement bloqués, mais ça a forcément une incidence. Ça veut dire que les bateaux, ils doivent faire le tour de l'Afrique. Ça augmente le temps de trajet, ça augmente le coût aussi du trajet. Et ça aura un effet indéniable. Dans une note de conjoncture de la toute fin du mois de mars, l'INSEE prévoit une inflation en zone Europe et en France de l'ordre de 3% pour le mois de juin. 3% d'inflation. Ça sera un tournant, en tout cas par rapport à la période post-inflation, guerre en Ukraine qu'on a connue. On en était revenu, mais là, on repartirait à la hausse. Sur l'inflation, j'ajoute qu'en mars, elle est de 1,7%, c'est 2 fois plus que le mois précédent. Donc clairement, il ne faut pas qu'on s'attende à des baisses dans les mois à venir, voire il faut qu'on s'attende à des hausses encore plus importantes? Alors, dans les mois à venir, c'est un peu difficile de se prononcer. Ce qui est sûr, c'est que si la situation s'éternise au Moyen-Orient, si le détroit d'Ormuz reste totalement ou partiellement bloqué, c'est pas du jour au lendemain que les prix des carburants vont baisser. Ça, c'est clair. Moi, j'aurais plutôt tendance à penser que ces prix vont continuer à augmenter parce que la crise n'est pas du tout réglée. Et quand bien même elle se réglerait assez vite, il y a quand même eu des dégâts sur des raffineries, des dégâts sur des lieux de production et de gaz et de pétrole qui font que ces prix pourraient continuer à augmenter. On a cette chance relative, c'est que cette crise, elle intervient en fin d'hiver, début de printemps, et que c'est une période, en tout cas pour l'hémisphère nord, qui est un peu plus favorable, puisque le printemps et l'été sont des mois où on va moins consommer d'énergie. Les gens qui se chauffent encore au fioul, et ils sont très nombreux dans les Hauts-de-France, ils peuvent à la limite se permettre de faire de l'achat par petite quantité, en se disant peut-être que l'été, une fois arrivé, on aura moins besoin de fioul déjà, et puis que la crise, elle sera peut-être derrière nous à l'automne. On parle aussi des effets sur les engrais, donc pour les agriculteurs, puisque le prix de l'ammoniac dépend de celui du gaz, donc le prix de l'engrais augmente. Des aides ont été annoncées pour ces professions, par l'État, pour les transporteurs aussi, pour les pêcheurs. Est-ce que ça va suffire? On a vu les routiers manifester depuis ces annonces-là. Est-ce que ces aides-là vont être suffisantes pour eux? On est dans une situation où on avance un peu au fil de l'eau, on navigue à vue, clairement. Donc, est-ce que ces aides suffiront? C'est peut-être un petit soulagement pour les professionnels, agriculteurs comme les routiers. Après, le gouvernement sera peut-être à un moment au pied du mur, et s'il veut pas une nouvelle crise des gilets jaunes, il va peut-être devoir aussi revoir sa position. Mais il faut savoir que le gouvernement, certes, gagne un petit peu d'argent en ce moment, mais cette crise, il s'en serait bien passé, je dirais. Et elle est mondiale, et c'est pas le gouvernement français qui, à lui seul, décide des cours du pétrole et des hausses qui vont avec, ou des baisses d'ailleurs. Oui, justement, certains parlent des profiteurs de guerre, entre guillemets, disent qu'il y a des effets d'aubaine ou des hausses plus rapides que nécessaires. Est-ce que ça, c'est vrai?
Le gouvernement français, en tout cas, n'est pas un profiteur de la guerre. Il se serait évidemment bien passé de cette guerre, encore une fois, et c'est plus une situation qui le met en difficulté qu'autre chose. Forcément, nos gouvernants ont en tête la crise des Gilets jaunes, où à l'époque, le carburant avait atteint 1,50 €. Là, on est au-delà de 2 €. Et en France, c'est un peu les crises qui s'entrechoquent. On est en pleine crise de la dette également. Il y a eu la bataille du budget, on a vu avec les censures, etc. Le gouvernement, aujourd'hui, il ne faut pas faire grand-chose, finalement. Financièrement, il est un peu pieds et poings liés. Alors qu'en Italie, ils ont baissé la TVA sur les produits énergétiques, les produits pétroliers, ce qui est un énorme coup de pouce à la pompe. Mais en France, on n'a pas cette liberté-là. On est un peu coincé. Il y a un vrai effet domino. Il faut bien que les gens qui nous écoutent en aient conscience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, les États-Unis ont autorisé l'Inde à acheter du pétrole russe. Donc, cette crise en Iran finance la machine de guerre russe contre l'Ukraine. Tout est un peu lié. Et ça a parfois des aspects plus insoupçonnés. En Corée du Sud, aujourd'hui, ils rationnent les sacs plastiques, parce qu'ils n'ont plus assez de pétrole pour en produire. Et aux Philippines, ils ont déclenché l'état d'urgence énergétique, parce qu'ils vont tout droit vers des pénuries majeures. C'est très très concret. Oui, effectivement, les impacts ne sont pas du tout les mêmes qu'on soit en France ou en Asie. Pourquoi l'Europe est aussi touchée par ce conflit qui est pourtant très loin géographiquement? Alors, si on s'en tient au carburant, l'Europe est touchée parce qu'elle importe beaucoup de diesel du Proche-Orient et du Moyen-Orient. Donc, la France étant un gros consommateur de diesel, elle est un peu plus fortement exposée justement à cette augmentation des prix du diesel et du blocage du détroit. Et voilà. Des pénuries en Europe, on n'en a pas encore, vraiment. Il y a eu des tensions sur l'approvisionnement, mais ce n'est pas vraiment une pénurie généralisée qui concerne tous les réseaux et qui concerne l'approvisionnement en pétrole de la France. En fait, c'est un peu inquiétant ce que je veux dire, mais on pourrait prendre une métaphore, c'est un peu, il y a un orage, on en a vu l'éclair, on n'a pas encore entendu le tonnerre. Il y a une onde de choc qui est en train d'arriver, elle a touché l'Asie, elle est en train de toucher l'Asie là, à l'heure où on parle, c'est-à-dire qu'il commence à y avoir des pénuries importantes. Les prochains, c'est l'Europe et les États-Unis, si ça dure. Et ça, aujourd'hui, il n'y a que Donald Trump qui peut le décider. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de risque de crise économique mondiale? Est-ce qu'on y est déjà? On parle parfois d'un retour au choc pétrolier des années 70. Est-ce que c'est comparable? Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie a dit fin mars que la situation aujourd'hui était pire que celle des deux chocs pétroliers de 73 et 79. Parce qu'aujourd'hui, avec la fermeture du détroit d'Ormuz, on a 11 millions de barils de pétrole par jour qui ont soudainement disparu des flux mondiaux. C'est plus que les deux premiers chocs pétroliers réunis, mais la consommation dans le monde aujourd'hui a changé, les habitudes de consommation, les flux de transit ont changé. Donc oui, est-ce qu'on peut comparer les situations? Je suis pas sûr. Mais ce qui est sûr, c'est que si la paix était annoncée demain, on l'a dit tout à l'heure avec Christian, c'est qu'il faudra du temps pour remettre les infrastructures touchées en état. Il y a une infrastructure au Qatar de gaz naturel liquéfié qui a été touchée par les Iraniens mi-mars. Le Qatar dit qu'il faudra entre 2 et 5 ans pour la réparer. Pendant ce temps-là, il y aura un manque d'approvisionnement mondial. Donc ça va durer. Et puis on est soumis aux décisions de Donald Trump. Est-ce que ce genre de crise peut être amené aussi à se répéter jusqu'aux prochaines élections américaines? Depuis le retour du président américain à la Maison-Blanche, le monde a déjà connu de nombreuses crises. Il y a la fin de l'aide humanitaire américaine dans le monde, il y a la crise diplomatique autour du Groenland, il y a la pression sur l'Ukraine pour déposer les armes face à la Russie. Maintenant, il y a l'Iran. Le président américain, par contre, aimerait maintenant sans doute se concentrer sur les élections de mi-mandat qui arrivent en novembre prochain. Il doit d'abord conclure sa guerre en Iran. S'il y arrive, je pense qu'on peut plutôt imaginer une petite période d'accalmie dans le monde. Après, il ne cache pas son intérêt aussi pour la question cubaine. Il est déjà intervenu au Venezuela. Il veut vraiment faire de l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud son précaré aussi. Donc, il a une vision, lui, continentale, du Groenland jusqu'à la Terre de Feu, j'ai envie de dire. Donc, il a cette vision continentale qui augure pas forcément d'accalmie quand même dans les prochaines années, en tout cas durant le mandat de Trump. Quel scénario on peut imaginer à partir d'aujourd'hui, justement? D'un point de vue économique, le directeur de l'Agence internationale de l'énergie dit qu'on est face à la plus grande menace pour la sécurité énergétique mondiale de l'histoire. Donc il ne veut pas de main morte. Mais oui, le cours du pétrole va continuer à augmenter, l'inflation va suivre, les taux d'intérêt avec. Ça va assécher les finances des pays déjà en difficulté, comme la France. Ça, c'est le scénario pessimiste. Après, on peut aussi imaginer que les États-Unis, Israël et l'Iran trouvent un chemin vers la paix, ou au moins vers un cessez-le-feu, et que les vannes de l'économie mondiale soient ouvertes. Avec Trump, on peut aussi s'attendre à tous les scénarios. Quelqu'un qui est tellement fluctuant dans ses déclarations, dans ses choix, qui est tellement imprévisible. Et ça,
le monde a besoin de prévision, et lui, il est dans l'imprévisible en permanence. Donc, il change d'avis, après, un dossier, c'est un autre dossier. Après, le Groenland, c'est l'Iran et puis demain, on ne sait pas, Cuba, voilà. Il accumule les crises quelque part et il embarque la planète entière dans son sillage, qui est évidemment loin d'être confortable pour tout le monde et loin d'être confortable d'ailleurs pour le monde économique, les marchés, hein, parce que ce monde-là n'aime pas l'imprévisible. Or, Trump, il met de l'imprévisible tout le temps, partout. Donc, forcément, la crise économique qui découle de la crise au Proche-Orient, elle n'est pas prête de s'arrêter. Le gouvernement français, avec son grand plan d'électrification de l'économie, ambitionne de réduire la dépendance aux énergies fossiles et de faire passer de 60 à 40% d'ici 2030 la dépendance de la France aux énergies fossiles importées par l'électrification des transports, notamment avec les voitures électriques ou du bâtiment avec les pompes à chaleur. Est-ce que c'est la solution? Est-ce que le monde peut vraiment réduire sa dépendance au pétrole? Alors c'est une solution et clairement, si on peut encore une fois profiter de cette crise pour, à la fois jouer la carte de la sobriété énergétique et puis aussi de la transition énergétique, au moins ça sera, un mal pour un bien, comme on dit. Mais ça reste un mal de toute façon, il y a des victimes, il y a des morts, faut pas oublier ça, hein. On parle de carburant, on parle de jeux, mais il y a quand même une guerre. Mais effectivement, on peut au moins, essayer de profiter de ça pour, aller vers, plus de consommation locale, plus de sobriété. La chance de la France, c'est qu'elle a un parc nucléaire, et donc une production d'électricité potentiellement qui est élevée, qui lui permet d'affronter les crises énergétiques déjà de manière un peu plus facile que d'autres pays. Je veux dire, si les Philippines avaient des centrales nucléaires, ils seraient à mon avis contents aujourd'hui. Même si je rappelle quand même que le nucléaire soulève aussi d'autres questions environnementales et rencontre des opposants. Et il faut rappeler aussi que la consommation moyenne de carburant des voitures a été divisée par 2 dans les 10 ans qui ont suivi les chocs pétroliers des années 70. Donc les consommateurs et les concepteurs de voitures s'adaptent. Et l'Agence internationale de l'énergie, j'y reviens, dans ses prévisions pour 2026, dit s'attendre à un nouvel élan pour la transition énergétique, avec un élan vers les énergies renouvelables, mais aussi à un boom du nucléaire dans le monde et à une accélération du développement des véhicules électriques. Donc Christian l'a dit, c'est peut-être un mal pour un bien, d'une certaine façon. Merci beaucoup à vous deux pour ces éclairages passionnants et vous pouvez évidemment retrouver tous nos articles sur ce conflit mondial et ses conséquences sur notre site internet. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée ou à nous laisser des commentaires et des petites étoiles. Hors texte, c'est le podcast d'actualité de La Voix du Nord à retrouver tous les jeudis.